Le Japon avait commencé en attaquant Pearl Harbor, et puis c'était pour écourter la guerre. Les arguments ne manquent pas pour tenter de justifier l'atomisation d'Hiroshima et celle de Nagasaki, que nous commémorons aujourd'hui. Dans cette vidéo, je répondrai à la question suivante. Le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki était-il conforme au droit international et à la morale? Mon exposé pourrait être 3 fois plus long et aborder bien d'autres aspects. Mais j'ai choisi de faire court en me cantonnant au principal. Tout d'abord, j'écarterai l'objection qui consiste à dire « En attaquant Pearl Harbor par surprise le 7 décembre 1941, les Japonais avaient violé le droit international. Dès lors, ils ne pouvaient plus l'invoquer en 1945. » L'objection est à rejeter pour 2 raisons. La première est qu'au procès de Tokyo, l'équivalent pour le Japon du procès de Nuremberg, la défense démontra qu'en décembre 1941, le Japon avait agi en état de légitime défense. Depuis des semaines, en effet, voire des mois, les USA et leurs alliés multipliaient les actes agressifs. Parmi ces actes figurait l'embargo total du Japon. Début novembre 1941, la presse américaine avait révélé que l'isolement du Japon menaçait ce pays d'asphyxie. Or, le droit international était très clair. Un blocus constituait en lui-même un acte de représailles qui indiquait l'échec de la diplomatie. Bien plus, un blocus pouvait être interprété comme le commencement d'une guerre. Le Japon était donc en droit de se défendre. Or, une guerre défensive ne nécessite aucune déclaration préalable. Par conséquent, l'attaque brusquée de Pearl Harbor avait été un acte défensif conforme au droit international. Mais allons plus loin. Oui, supposons l'illégalité de l'action entreprise à Pearl Harbor. Entraînait-elle la suspension des lois de la guerre? Absolument pas. Pour s'en convaincre, nul besoin de longues discussions juridiques. Dans ce memento de droit international publié en 1887, on lisait « En principe, la violation des lois de la guerre par un belligérant n'autorise nullement l'adversaire à agir de même. » Autrement dit, même en cas de violation, les lois subsistent et doivent être respectées. Certes, si l'ennemi persiste dans son comportement, alors des représailles sont admises. Mais le principe est clair. La nature des représailles est proportionnelle à la gravité de l'injure commise. 40 ans plus tard, cet auteur confirma. Il serait contraire à toute moralité humaine de répondre à des transgressions du droit qui n'auraient pas dépassé certaines limites par des représailles d'un caractère universel et formidable, fût-ce dans les matières où les représailles peuvent être licites. Par conséquent, l'Amérique pouvait répondre à Pearl Harbor par des actes de guerre, y compris le bombardement surprise d'une ou plusieurs bases militaires, mais elle ne pouvait pas raser une ville peuplée de femmes et d'enfants. Sachant que Pearl Harbor ne suspendait pas les lois de la guerre, une autre objection consiste à dire que l'atomisation d'Hiroshima et celle de Nagasaki étaient des actions de guerre permises dans le cadre de la lutte armée. Il est vrai que dans ses mémoires, le président Truman écrit « En prenant cette décision capitale, je voulais être sûr que le nouvel engin serait bien utilisé selon les lois de la guerre. Et plus loin, je voulais qu'il fût lâché sur un objectif militaire et j'avais dit à Stimson qu'il faudrait viser aussi exactement que possible un centre de production d'armement d'une importance stratégique indiscutable. » Voilà pourquoi en 2005, le navigateur de l'avion qui largua la bombe sur Hiroshima, Theodor Van Kirk, déclara « Il ne s'agissait pas d'aller là-bas et de larguer la bombe sur la ville et de tuer des gens. Il s'agissait de détruire des objectifs militaires dans la ville d'Hiroshima, le plus important étant le quartier général de l'armée chargé de la défense du Japon en cas d'invasion. Il devait être détruit. Seulement, si l'on voulait détruire des objectifs militaires, alors les moyens traditionnels suffisaient. 2 vagues de bombardiers, la première larguant des fusées éclairantes destinées à localiser les cibles et la seconde jetant des bombes de taille adéquate. On pourra me répondre qu'il est plus simple de tout raser à l'aide d'une seule bombe atomique lancée par un seul avion. Sans doute, mais c'est prohibé par l'article 23 de la 4e Convention de La Haye. Cet article interdit d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus.
Or, il est bien évident qu'en lançant une bombe d'une puissance égale à 12 000 tonnes d'explosifs, on va nécessairement causer des maux superflus. Et cela même si la bombe est larguée juste au-dessus de l'objectif militaire visé. L'ampleur de l'explosion causera autant de dégâts, voire davantage, qu'un bombardement traditionnel sur la ville tout entière. La preuve est apportée par la comparaison entre les deux villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki et les deux villes allemandes de Darmstadt et de Kassel. Les bombardements atomiques ont provoqué des dégâts supérieurs, surtout en termes de vies humaines. Ce tableau comparatif permet de conclure que le largage d'une bombe atomique, peu importe ce que l'on vise, équivaut au minimum à un bombardement massif de la ville tout entière. Par conséquent, même à accepter l'argumentation de Theodor van Kirk, l'atomisation d'Hiroshima violait un article fondamental des lois de la guerre. En 1963, un tribunal japonais l'a d'ailleurs confirmé au terme d'un raisonnement juridique impeccable. Vaincus sur le terrain juridique, les défenseurs des USA lanceront « Oui, mais c'était pour écourter le conflit, donc pour économiser la vie de centaines de milliers, voire de millions de soldats. Par conséquent, c'était un mal pour un bien plus grand. » Ma réponse se fera en deux temps. Elle commencera par une demande. Montrez-moi un article du droit international qui dirait que si l'ennemi s'obstine dans la résistance, alors il est possible de massacrer ses femmes et ses enfants pour le contraindre à cesser le combat. Vous en serez bien incapable. Un adversaire peut résister jusqu'au bout, même si la guerre est considérée comme virtuellement perdue. Cela ne me donne pas le droit de massacrer ses femmes et ses enfants. Dès 1874 d'ailleurs, un grand spécialiste du droit international avait jugé inadmissible le bombardement intégral et sans ménagement perpétré afin de terroriser les civils et les contraindre à faire pression sur les militaires pour qu'ils cessent le combat. De manière implicite, l'auteur visait le bombardement de Strasbourg en 1870 par le général prussien De Welder. Il voulait terroriser la population afin de contraindre la ville à se rendre. Le jugement de l'auteur était très sévère. Cette pression psychologique est entièrement immorale. Par conséquent, l'immoralité du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki était déjà soulignée 70 ans auparavant. D'ailleurs, quittons définitivement le domaine du droit international et pénétrons sur celui de la morale. C'est d'autant plus légitime que les USA prétendaient lutter pour la civilisation et plus particulièrement pour la civilisation chrétienne. Le 2 janvier 1942, dans un message au Congrès, le président Roosevelt avait lancé « Ils savent que pour nous, la victoire est celle de la religion, et ils ne peuvent pas le tolérer. Le monde est trop petit pour abriter Hitler et Dieu. » Bref, les USA se présentaient comme les croisés du Seigneur qui allaient chasser le diable moderne. En conséquence, il est légitime de juger l'atomisation d'Hiroshima et de Nagasaki à l'aune de la morale chrétienne. Pour cela, revenons aux mémoires de Truman. À propos de la bombe atomique, il écrit « Nous travaillions à mettre au point une arme d'une puissance si irrésistible que l'ennemi fut contraint de céder rapidement dès que nous aurions pu en faire usage. Tel était le but essentiel de notre gigantesque effort secret. » Plus loin, Truman précise à propos des membres du Comité de la Défense nationale « Il me recommandait de faire usage de la bombe contre l'ennemi dans les plus brefs délais possibles et, en outre, de la lancer sans avertissement particulier sur un objectif qui démontrerait clairement sa puissance dévastatrice. » Je m'étais rendu compte, bien entendu, qu'une telle explosion produirait des ravages et des pertes en vies humaines qui défieraient l'imagination. Pourtant, les conseillers scientifiques de la commission me faisaient valoir ce qui suit. Nous ne voyons aucune solution acceptable qui puisse se substituer à l'utilisation militaire directe. Ils concluaient qu'aucun coup de semonce, comme par exemple un lancement sur une île déserte, n'avait la moindre chance de terminer le conflit. Il fallait larguer la bombe sur un objectif ennemi. À cela, je répondrai que les États-Unis pouvaient utiliser la première bombe pour faire un coup de semonce. Quand il s'agit de produire des ravages et des pertes en vies humaines qui défieraient l'imagination, un coup de semonce s'impose, même s'il a très peu de chances de donner un résultat positif. Mais là encore, admettons et passons. Les propos de Truman sont très clairs. L'objectif ultime de la bombe atomique était de mettre fin à la guerre. Moralement, il n'y a là rien de répréhensible, bien au contraire. Seulement pour y parvenir, on va massacrer des dizaines de milliers de civils, en majorité des femmes, des enfants et des vieillards. En a-t-on le droit au terme de la morale chrétienne? Certains me répondront « Oui,
puisque la fin ultime poursuivie était bonne. Il s'agissait d'écourter la guerre, donc d'économiser la vie de centaines de milliers, voire de millions de soldats. Bombarder Hiroshima puis Nagasaki, pour enfoncer le clou, était donc un mal pour un bien. Mais justement, peut-on commettre un mal pour obtenir au final un bien plus grand? Autrement dit, peut-on poser une action dont il résulte une conséquence mauvaise si la fin ultime est bonne? Oui, dit la morale, mais à une condition. Il est nécessaire que l'objet directement voulu ne soit pas perçu comme ayant, de par sa nature et son essence même, un lien causal le reliant nécessairement à l'effet mauvais. Qu'est-ce que cela veut dire? Je m'explique. Prenons un exemple simple. Il est interdit par la morale de se tuer soi-même. Supposez que lors d'une guerre, l'ennemi s'apprête à franchir un pont qui, bien que miné, n'a pas pu être détruit. Avec ce franchissement, l'ennemi pénétrera sur le territoire et l'envahira. Pour empêcher cela, je me jette sur le pont et je fais exploser la mine qui n'avait pas pu être mise à feu. Naturellement, je meurs dans cette action. Je me suis donc tué moi-même. Avais-je le droit d'agir ainsi? C'est-à-dire le droit de pratiquer un homicide sur ma propre personne. Pour y répondre, étudions la chose. L'action posée a consisté à mettre une mine à feu. La conséquence mauvaise a été ma mort. Le but recherché était la destruction d'un pont. Dans ce cas précis, la fin ultime recherchée, la destruction du pont, a été réalisée grâce à l'action posée, la mise à feu de la mine. La conséquence mauvaise, ma mort, n'a joué aucun rôle. Si cette conséquence disparaissait, la fin ultime recherchée, la destruction du pont, serait encore atteinte. Et en effet, si j'avais eu le temps de fuir avant l'explosion de la mine, je l'aurais fait et cela n'aurait rien changé au destin du pont. Voilà pourquoi on peut dire que dans ce cas, l'objet directement voulu, la destruction du pont, n'est pas perçu comme ayant, de par sa nature et son essence même, un lien causal le reliant à l'effet mauvais, c'est-à-dire à ma mort. En conséquence, et s'il n'y a pas d'autre solution, je puis mettre fin à mes jours en détruisant un pont avant que l'ennemi ne le franchisse. Maintenant, revenons à Hiroshima et à Nagasaki. L'action posée a consisté à faire exploser une bombe atomique. La conséquence mauvaise a été la mort de civils innocents. La fin ultime recherchée était l'arrêt de la guerre. Or, dans ce cas présent, c'est la conséquence mauvaise, la mort de civils, qui a permis de parvenir au but recherché. À supposer que la bombe atomique n'ait rien détruit et n'ait tué personne, alors elle n'aurait pas permis de mettre fin à la guerre. Voilà pourquoi on peut dire que dans ce cas, l'objet directement voulu est perçu comme ayant, de par sa nature et son essence même, un lien causal le reliant à l'effet mauvais. En conséquence, la morale chrétienne condamne l'atomisation d'Hiroshima et de Nagasaki. Voilà, j'en ai terminé. La conclusion s'impose. En détruisant Hiroshima et Nagasaki, les défenseurs autoproclamés du droit et de la morale ont violé non seulement le droit, mais aussi la morale. Assassins, menteurs et cyniques. Je préfère vraiment me trouver dans le camp des vaincus. Bonsoir.